Des images en direct de Joe Biden qui s'approche, qui fait un pas après l'autre vers le pouvoir. Il est au Mall, il est à Washington. On l'a vu plus tôt avec Jean-François, il est arrivé. Des images spectaculaires. Vraiment, le fait demain qu'il n'y aura personne, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas spectaculaire. On a mis 200 000 drapeaux. Il y aura des images solennelles. On voit Kamala Harris et son mari, et Joe Biden avec Jill Biden, qui se recueillent en mémoire des morts de la COVID. Et Dieu sait qu'il y en a eu aux États-Unis 400 000 aujourd'hui. C'est quand même incroyable. José Legault, Michel David, Michel Sauger, bonsoir. C'était pas prévu, mais faisons un petit tour de table quand même. On ne peut pas faire autrement. C'est quand même un changement énorme. Quoi qu'on a vu M. Trump, Michel, vous avez remarqué, qu'il a changé comme s'il y avait eu une opération. Oui, oui, vous allez me dire, c'est pas sincère, très bien, mais il a quand même changé de ton. Aujourd'hui, il veut peut-être rescaper les derniers morceaux d'humanité qui lui restent, peu importe, mais dans quel état d'esprit vous regardez ça? Il veut amadouer les sénateurs républicains qui pourraient encore voter son impeachment. Et je pense que c'est ça la raison. Vous savez, dans la journée du 6 janvier, là, il avait changé de ton 3 ou 4 fois selon les 3 ou 4 messages qu'il avait faits. Hein. Alors, la première fois, il les aimait. On va rentrer à la maison, les petits-enfants, mais je vous aime. La troisième, non, c'est inacceptable ce que vous venez de faire. Écoutez, là, on est habitué. Très bien. Alors, Michel David, Joe Biden, je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, il était très ému. Il parlait de son fils Beau qui est mort en 2015 du cancer du cerveau. Puis il disait c'est lui qui aurait dû être là. Bon, évidemment, ces drames font partie de sa vie. Mais il y a un côté très solennel et très beau aussi à ces passages-là, malgré tout le reste. Là. Ah, tout à fait. Mais on peut comprendre que M. Biden soit ému. Il y a eu beaucoup d'émotions dans sa vie. Évidemment, la mort de son fils Beau, mais bon, son épouse, sa fille. Mais je pense que M. Biden, là, doit aussi ressentir l'énorme poids qui va s'abattre sur ses épaules à compter de demain. M. Biden arrive, on le sait, dans une situation qui est à peu près inédite dans l'histoire américaine. Et je suis assez d'accord avec Michel. Là, on ne peut pas penser à un mouvement du cœur tout d'un coup de M. Trump. M. Trump va demeurer dans le paysage et surtout ceux qui soutiennent. Et c'est avec ces gens-là que M. Biden va devoir composer. Alors, je comprends que M. Biden là, est comment dire, des motons à la veille de cette journée-là. C'est une Amérique fracturée. Et pour la COVID, José, il a mis la barre haute, 100 millions de doses dans ses 100 premiers jours. Ben oui, mais c'est vraiment une urgence nationale. Il y a eu plus de morts chez les Américains de la COVID que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je veux dire, il n'y a même plus de mots. Et lorsqu'on regarde Joe Biden, c'est pas seulement l'émotion qui frappe. Je pense que c'est un être aussi extrêmement rationnel, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'humanité. Hein? Donc, c'est vraiment l'antipode total de Donald Trump. Et moi non plus, je crois pas à son épiphanie au président sortant et très bientôt sorti, heureusement. M. Trump ne fait que reculer pour mieux sauter, j'imagine, après, parce que ses supporters, eux, malheureusement, ne disparaîtront pas demain. Oui, bon, on souhaite qu'ils ne soient pas trop nombreux demain, en tout cas. Puis il y a assez de garde nationale. Oui, mais ils restent dans le paysage. Oui, bien sûr. Mais est-ce que je parle dans le paysage non, bien sûr. Pour l'avenir? Bien sûr, il faut rappeler... Demain, on espère que tout va bien se passer. Oui, il y a 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Très bien. Alors, revenons chez nous. M. Legault qui presse M. Trudeau d'interdire les voyages non essentiels. On écoute M. Legault et M. Trudeau ensuite. Qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout inclus avec la situation qu'on vit au Québec, risquer de ramener le virus ici, se retrouver à engorger nos hôpitaux, j'avoue que je ne comprends pas. Je pense qu'il est temps d'agir. Donc aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels. Mais une chose est certaine, avec ces nouvelles mutations, les circonstances pourraient changer très rapidement. Alors, encore, on demande aux Canadiens de rester ici au pays.
Surtout que de jour au jour, les ministres continuent d'évaluer les différents enjeux et on pourrait imposer de nouvelles mesures sans préavis, dépendamment de la situation. M. Trudeau qui ferme pas la porte, M. Legault qui est plus pressé. Tour de table, José Legault. Ben oui, mais on dirait un père de famille là, qui dit à ses enfants, là, vous allez arrêter de tout casser dans la maison, sinon papa va se fâcher. Là. Je vous le dis, là, il va se fâcher. Là. Écoutez, la psychologie humaine là, de base, pour tout le monde, incluant nous-mêmes, ce qui n'est pas interdit là, peut se faire. Alors, les voyages non essentiels n'étant pas interdits, M. Trudeau a beau implorer, on a beau traiter les voyageurs de tous les noms, ils peuvent le faire. Donc, M. Legault a raison. Il faut interdire les voyages non essentiels. Sinon, c'est qu'on n'aura absolument rien appris des derniers 10 mois. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter la présence de nouveaux variants qui font que le virus est beaucoup plus contagieux encore, etc., etc. Là, M. Trudeau, il y a un sérieux problème parce que là, il est pris entre M. Legault sur les voyages, et on en reparlera peut-être après, mais et Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, sur les vaccins qui, là, commence à s'impatienter très sérieusement. Il a été très, très dur, lui aussi, aujourd'hui, avec M. Trudeau. Alors, le premier ministre du Canada, il y a 2 grandes responsabilités, là, la vaccination, voire interdire les voyages non essentiels, et il faut qu'il bouge. Michel David, Patrick Taillon, le constitutionnaliste, nous disait tout à l'heure, il peut le faire, M. Trudeau. Il faut arrêter de dire, oui, c'est un droit protégé par la Constitution, mais aucun droit n'est absolu. Là. Oui, tout à fait. Bien, les explications de M. Taillon étaient très, très claires. Et d'ailleurs, on sent, quand on écoute M. Trudeau, qu'il comprend que ça serait la chose à faire. Là, il nous parle des mutations. Il va falloir peut-être réfléchir à des... Je pense que, bon, comme d'habitude, M. Trudeau est très lent à prendre une décision. Et je pense que celle-ci va éventuellement venir. Mais il y a quand même 2 choses qui font peut-être hésiter M. Trudeau. D'abord, il y a sa conception, disons, philosophique du pays et de la charte le rendent toujours hésitant à contourner la charte des droits. Ça, clairement, ça fait partie de son ADN. Et d'autre part, il y a toute la question des transporteurs aériens. C'est déjà compliqué actuellement. Il est évident qu'interdire les vols internationaux, ça va rendre encore la situation des transporteurs encore plus difficile, donc les réclamations qui vont faire encore plus lourdes. Et ça, M. Trudeau, j'imagine, doit y penser aussi. Mais je pense que l'opinion canadienne est rendue pas mal derrière M. Legault là-dedans. Je voyais un sondage et c'était plus fort au Québec, l'appui à l'interdiction que dans l'Ouest, par exemple. Mais je pense que c'était de l'ordre de 65 % des Canadiens en général qui appuieraient une interdiction comme celle-là. Et je pense que M. Trudeau va devoir s'y rendre. Bon, Michel Sauger, vous êtes d'accord que ça va arriver? Peut-être, mais je vais vous dire une chose, c'est pas un problème de droit constitutionnel, c'est un problème pratique. Vous fermez vos frontières avec le Mexique. Parfait, le Mexique va suspendre ses vols vers le Canada lui aussi. Et là, vous avez 5 000, 7 000, je ne sais pas combien de Canadiens pognés au Mexique. Vous faites quoi? Et si vous le faites avec plusieurs pays, on a vu ce qui est arrivé au printemps. On a fait ça, puis c'était dans l'urgence et tout ça. Mais on a été obligé d'affréter des vols pour aller chercher du monde un peu partout, puis là, les autres qui ne pourront pas revenir et tout ça. C'est ça aussi le problème. Quand on ferme une frontière de façon unilatérale, l'autre pays va la fermer de façon unilatérale et il y a des gens qui vont se retrouver poignés. Pourquoi on n'a jamais fermé la frontière aérienne avec les États-Unis? Parce qu'il y a trop de trafic entre les 2 pays, puis on ne peut pas. Alors, il y a aussi trop de trafic essentiel entre les 2 pays. Ben oui. Alors, à un moment donné, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de danse de M. Trudeau de dire non, il ne faut vraiment pas. Puis là, ça pourrait changer pour qu'il y en ait le moins possible de l'autre côté le jour où il faudra le faire. Oui, José, vous vouliez réagir? Non, mais ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, on ne peut pas demander à des citoyens de ne pas faire ce qui leur est permis de faire. Et on peut porter tous les jugements qu'on veut. Et oui, c'est très troublant, c'est un manque de solidarité, c'est clair. Mais c'est légal, c'est permis. Alors, ça va se faire. OK. On va voir si les variants, José l'a souligné, c'est les variants qui inquiètent. M. Legault l'a répété 2-3 fois. Pour M. Legault, en tout cas, Michel C., ça a l'air plus simple à faire. Et il dit même, un petit mot là-dessus, il dit même, s'ils ne le font pas, on va trouver des façons détournées de le faire, nous.
Michel? Oui, à chaque fois que M. Legault demande quelque chose à M. Trudeau, il exige que ça soit fait dans la minute. Et puis, sinon, il trouve que c'est de la mauvaise foi. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de compliqué à faire, de vraiment très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire exactement? Tout ce qu'il pourra faire, c'est à l'aéroport s'assurer que des voyageurs fassent vraiment une quarantaine. Et là, ça va demander aussi pas mal de policiers pour aller vérifier ça. Oui. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu passer... Pardon. Non. Oui, Michel? c'est bien évident que M. Legault ne peut pas interdire des vols aériens. Il n'est pas en position de le faire. La seule chose qu'il peut faire, comme ça avait été fait en partie au printemps, c'est de renforcer les contrôles à l'arrivée. Mais je pense pas qu'il va pouvoir se substituer au gouvernement fédéral dans la gestion de la quarantaine. Bon. C'est une vue de l'esprit, ça. Je vais ouvrir tout de suite l'autre parenthèse. José, vous avez parlé des vaccins, parce que Doug Ford, on a entendu plus haut, il a imploré Joe Biden de nous envoyer une coupe de caisse. Pouvez-vous envoyer 1 million de doses, s'il vous plaît? Il y a une usine pas très loin. Ça n'arrivera pas, là, José. Là. Je veux dire, on imagine mal le nouveau président américain, un de ses premiers gestes, c'est envoyer dans un autre pays des vaccins. Il se ferait lapider, là. Non, mais je faisais aussi référence à l'autre remarque de M. Ford, directement à M. Trudeau. Il a dit, ben moi, si j'étais à sa place, et là, je vais le dire poliment, lui, il a été un petit peu moins, mais mettons que je me mettrais dans la face de Pfizer à la journée longue au téléphone pour qu'il débloque les doses. Parce que ce qui est troublant dans tout ça, en plus du fait que le Canada, pour ce qui est de son calendrier de vaccination, parle d'une majorité de Canadiens seulement à la fin septembre, ce qui est très, très tard, mais que maintenant, avec ces arrêts de livraison temporaire de Pfizer, le Canada semble être plus pénalisé que d'autres pays européens, par contre. Alors, pourquoi? Et ça, personne ne nous donne la réponse à cette question-là. Et c'est une question lancinante et pénible parce que les gens continuent de mourir en ce moment-là de la COVID. Les décès n'arrêtent pas. Un petit mot là-dessus, Michel David, Michel Sauger. M. Trudeau a répondu aujourd'hui là-dessus, précisément, que jour et nuit, ils appellent Pfizer. Et, je ne sais pas s'il avait entendu... Non, il n'avait pas entendu M. Ford, puis il a parlé après. Michel David, oui. Oui, bien, d'abord, on n'a pas vu les contrats d'approvisionnement. C'est ça. Est-ce qu'il y a des pénalités qui sont prévues dans le cas de non-livraison? De toute évidence, je ne suis pas certain, en tout cas, disons qu'il y en ait. Et puis, il faut bien voir que le Canada, par rapport à l'Europe, aux États-Unis, on n'est pas le plus gros client. Et généralement, le plus gros passe avant le petit. C'est triste, mais c'est souvent comme ça. Bien, Israël est un petit client et Israël va Israël, Israël a payé plus cher. Ils ont payé le double, puis c'est une espèce de laboratoire que Pfizer a accepté de faire un partenariat. Là, eux, ils sont en avant de tout le monde, évidemment. Je veux vous entendre sur ce que demande Valérie Plante. Oui, vas-y, Michel. Ce qu'Ottawa peut faire, par exemple, c'est peut-être d'accélérer un peu la certification des autres vaccins. AstraZeneca est déjà rendu certifié en Grande-Bretagne, un pays qui a une réputation impeccable là-dessus. Peut-être qu'on peut aller un peu plus rapidement, parce qu'il y en a 2 autres qui sont dans le pipeline, là. Ça compenserait en partie. Valérie Plante demande une exception pour les sans-abri pour qu'ils soient exemptés du huis clos, du couvre-feu, pardon. On va écouter Mme Plante et la réponse de M. Legault. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement Legault accepte cette exemption-là. Se dire, OK, à Montréal, là, on ne parle pas de 10 itinérants, on parle d'à peu près 3000 personnes. J'espère que cette exemption nous sera accordée pour que ce soit officiel et que ça se fasse dans les bonnes règles de l'art, comme j'aime que les choses se fassent. Mais on va voir quelle sera la réponse du gouvernement en ce sens. J'espère ne pas avoir à aller contre le décret. Il faut comprendre que si on mettait dans les règlements le fait qu'un itinérant ne peut pas recevoir de contravention, bien, n'importe qui pourrait dire, moi, je suis un itinérant, donc vous n'avez pas le droit de me donner une contravention. Je pense que les policiers, ils ont eu du bon jugement avec les itinérants. Laissons-les continuer à travailler. Je rappelle la mort de Raphaël André, un Inou de 51 ans. On a découvert sa mort dimanche matin. Il est mort gelé, s'était caché. Croit-on, c'est pas clair, dans une toilette, là. Bon, exemption ou pas, José?
Bien, c'est difficile. J'avoue là, que c'est difficile de trancher. Bon, les policiers dans les quartiers connaissent un peu les gens. Ils savent qui sont les personnes itinérantes et qui ne le sont pas. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment révoltant. Et ça nous amène vraiment à la forêt. Parce que ça, ce qui s'est passé, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est que déjà, à Montréal, on avait un gros problème d'itinérance, mais avec la pandémie, Patrice, vous le voyez comme moi, tout le monde, on le voit, c'est une horreur. Et dans le quartier du Centre-Sud, tout particulièrement, avec l'hôtel Dupuis qui a été converti en refuge, tout ça, écoutez, ce sont les abandonnés de l'humanité, là. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas autour de la baie, dans le centre-ville, etc. Donc, oui, il y a eu un drame. Quelqu'un devra répondre de ça. Il y aura enquête. Mais le vrai problème, là, c'est que ces gens-là ont besoin de soins, ils ont besoin de logement. Et puis il y a des abris complets, Josée. Il y a des abris complets comme Place Dupuis, ça se remplit parce qu'ils peuvent aller. Il y a le Royal Victoria qu'on voit aussi. Michel David, je vous presse un peu, il reste un peu. Oui, allez-y. Oui, moi j'accorderais une exemption. Écoutez, le décret là, qui a été émis par le gouvernement est à l'effet d'interdire aux gens d'être hors de leur résidence ou de ce qui en tient lieu de 20h à 5h. Bien, par définition, un itinérant sans-abri, il n'a pas de résidence. Alors, ça ne devrait pas s'appliquer à lui. Et si M. Legault fait confiance au bon jugement des policiers, bien, les policiers vont être capables, je pense, de faire la différence entre un itinérant et quelqu'un qui fait semblant de l'être. Alors, il ne devrait pas y avoir de problème. Michel C. Policier capable exactement la même chose que... Ah oui, si le policier est capable de faire d'avoir du discernement pour un itinérant, il est capable d'avoir du discernement pour quelqu'un qui a un abri et qui se fait passer pour un itinérant. Voyons donc. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.